La mondialisation, c'est un mot qui peut paraître un peu énorme, un peu abstrait, non? Eh bien, pour vraiment la comprendre, on va laisser tomber les grandes théories et les cartes compliquées. On va plutôt regarder un objet de tous les jours. Par exemple, une simple paire de baskets. Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière ces baskets? Parce que oui, dans cet objet qu'on a presque tous au pied, il y a une histoire assez folle. Une histoire de voyage, de technologie, de commerce. Bref, une histoire qui nous dit tout sur le fonctionnement de notre économie mondiale aujourd'hui. Tout commence avec une idée, un design. En général, cette partie-là, la conception, l'innovation, le marketing, c'est là où il y a le plus de valeur en fait. Et ça se passe souvent dans les pays développés, là où sont les sièges des grandes marques, leurs centres de recherche. Prochaine étape, les matières premières. Il faut bien du caoutchouc, du coton, du cuir, des plastiques. Et tout ça, ça ne vient pas du même endroit. Chaque matériau est sourcé dans des régions du monde qui sont spécialisées. C'est la géographie des ressources qui mène la danse à ce moment-là. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La basket, elle n'est pas faite d'un seul coup dans une seule usine, non. Des usines différentes, souvent dans des pays différents, fabriquent chacune une partie. Une pour les semelles, une autre pour le tissu, encore une autre pour les lacets. Ce sont ce qu'on appelle des produits intermédiaires. Et pour finir, toutes ces pièces détachées, eh bien, elles voyagent encore. Elles convergent vers un dernier pays pour l'assemblage final. Souvent, c'est un pays où le coût de la main-d'œuvre est plus bas. C'est seulement à ce moment-là que la basket est enfin finie, prête à être envoyée aux quatre coins du globe. Voilà, c'est ça, la production fragmentée. Ok, donc on a vu le parcours de la basket. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi un circuit aussi compliqué? Qu'est-ce qui a rendu ce ballet planétaire non seulement possible, mais surtout rentable? En gros, il y a trois moteurs principaux. D'abord, les transports modernes. Pensez aux porte-containers géants qui ont fait s'effondrer les coûts de transport. Deuxièmement, la révolution numérique. Internet, ça permet de piloter des usines à l'autre bout du monde en temps réel, comme si elles étaient à côté. Et enfin, l'ouverture des économies. Des pays immenses comme la Chine sont entrés dans le jeu et ont tout changé. Et le résultat de tout ça, il est spectaculaire. Regardez ce graphique. Entre 1980 et 2021, la production mondiale a été multipliée par presque 4. Mais le commerce mondial, lui, a été multiplié par 7. C'est énorme. Il a grandi presque 2 fois plus vite que tout ce qu'on a produit. Ah, attendez, comment c'est possible? Comment le commerce peut grandir beaucoup plus vite que la production? Ça paraît bizarre, non? Eh bien, la clé de l'énigme, elle est dans le voyage de notre basket. En fait, c'est assez simple. À chaque fois qu'un morceau de la basket, la semelle, les lacets, traverse une frontière, hop, c'est enregistré comme une exportation ou une importation. Du coup, un seul produit final est compté plusieurs fois dans les stades du commerce. Alors que dans les stades de la production, la basket, elle n'est comptée qu'une seule fois à la toute fin. Voilà d'où vient l'écart. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons un peu comment tout ce système s'organise. Parce que ce n'est pas du tout le chaos, c'est une mécanique bien huilée qui a un nom bien précis. Ça s'appelle une chaîne de valeur mondiale. C'est exactement l'histoire de notre basket en fait. De l'idée de départ jusqu'au magasin, en passant par toutes les étapes de fabrication des composants et de l'assemblage, chaque maillon de la chaîne se situe dans un pays différent. Et attention, on ne parle pas seulement d'objets physiques, de biens comme des voitures ou des vêtements. De plus en plus, ça concerne aussi les services. Pensez à un logiciel, à du design, du conseil, des choses immatérielles qui, grâce à Internet, s'échangent d'un bout à l'autre de la planète sans jamais passer de douane. Et au cœur de ces chaînes de valeur, on retrouve nos fameux produits intermédiaires. Les semelles et les lacets de notre basket, mais aussi l'écran d'un smartphone, le moteur d'une voiture. Une part gigantesque du commerce mondial aujourd'hui, c'est ça, des usines qui s'envoient des pièces détachées. Mais alors pourquoi se compliquer la vie comme ça? Eh bien, pour les entreprises, c'est une question de stratégie. Primo, réduire les coûts, surtout pour l'assemblage où il faut beaucoup de main-d'œuvre. Deuxièmement, aller chercher les ressources là où elles sont. Et tertio, profiter des meilleures compétences pour chaque étape. Le design en Italie, la R&D en Allemagne, l'assemblage en Asie. Chaque pays a sa spécialité. Ok, on a le système. Maintenant, comment on mesure tout ça? Comment les pays savent où ils se situent dans ce grand jeu mondial? Il y a 2 grands indicateurs à connaître. Le premier, le plus connu, c'est la balance commerciale. La formule est super simple. On prend la valeur de tout ce qu'un pays vend au reste du monde, ses exportations, et on enlève la valeur de tout ce qu'il achète, ses importations. Et là, 2 cas de figure. Si le résultat est positif, on a un excédent, c'est-à-dire que le pays vend plus qu'il n'achète. Si le résultat est négatif, c'est un déficit. Le pays achète plus qu'il ne vend. Et ça, sur le long terme, ça peut devenir un problème. Le deuxième outil de mesure est un peu différent.
Là, on ne parle plus d'échanger des produits, mais de capitaux. C'est quand une entreprise d'un pays investit durablement dans un autre pays, par exemple en achetant une usine. C'est ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger ou IDE. En général, on parle d'IDE à partir du moment où l'investissement dépasse 10% du capital de l'entreprise. Et ces IDE, c'est un peu à double tranchant. Pour le pays qui reçoit l'argent, ça peut être super. Ça crée des emplois, ça amène des technologies. Mais ça peut aussi poser des problèmes, par exemple pour l'environnement. Et pour le pays d'où part l'entreprise, ça peut la rendre plus compétitive, c'est vrai, mais ça peut aussi vouloir dire des délocalisations et donc des emplois en moins à la maison. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Bon, il est temps de faire le point. On a vu pas mal de choses, alors rassemblons toutes les pièces du puzzle pour avoir la vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, la mondialisation, ce n'est pas un concept abstrait. C'est l'histoire de notre basket, rendue possible par la technologie et l'ouverture des frontières. Deuxièmement, la production est maintenant complètement éclatée en chaîne de valeur mondiale. Troisièmement, on échange de tout, des biens, des services et surtout plein de pièces intermédiaires. Et enfin, pour mesurer tout ça, on a deux thermomètres principaux, la balance commerciale et les IDE. Et tout ça nous laisse avec une grande question pour finir. Le voyage de notre basket a révélé un système mondial ultra efficace, super interconnecté. Mais les crises récentes l'ont bien montré, quand un seul petit maillon de la chaîne se brise, c'est tout le système qui peut gripper. Alors cette interdépendance, est-ce que c'est notre plus grande force, ou au contraire notre plus grande fragilité? C'est une question qui reste totalement ouverte.